L'argent est un sujet passionnant. J'en parle assez facilement. C'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde tourne autour sans l'aborder frontalement, comme la sexualité. Mesdames et messieurs, nous allons tenter de lever le tabou de l'argent. Pour la sexualité, il faudra revenir. Je suis désolé. C'est un message au président Dominique Favario, parce que c'est lui qui invite les autrices et les auteurs. Alors, pour réfléchir à l'argent, vous pouvez lire Platon, qui, dans ses dialogues, critique souvent l'argent et ceux qui le recherchent. Vous pouvez lire Aristote, qui, dans Éthique à Nicomaque, discute de l'argent en termes de justice distributive et corrective. Vous avez sûrement lu Karl Marx, qui, dans Le Capital, explore les effets sur les relations de classe de l'argent et l'exploitation des travailleurs. Peut-être avez-vous lu Georges Simmel, qui, dans Philosophie de l'argent, examine ses effets sur les relations sociales et la culture. Et sûrement, vous avez lu ce presque chambérien qui est Jean-Jacques Rousseau, qui, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, critique l'argent et la propriété privée. Mais vous pouvez lire également Thomas Baumgartner. Alors je le prononce, je suis quelqu'un de l'Est, alors peut-être qu'il y a une petite connotation lorraine dans le Baumgartner, mais c'est comme ça qu'on le prononçait chez moi. Votre Je suis livre, lorrain aussi. vous êtes lorrain Ouais. aussi? Ah ben alors écoutez, on va s'entendre. Absolument. Donc ce livre qui est tout aussi profond et peut-être un petit peu plus récréatif que ceux que j'ai cités. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous avez 44 ans. 46 malheureusement. Ah, 46. Ah ouais, mes sources ne sont pas bonnes. Non, on va rester sur. C'est bien 44. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Et, il faut le souligner, parce que peut-être que nous ne sommes pas nombreux dans ce cas-là dans la salle, vous êtes chevalier des arts et lettres. Vous êtes écrivain et homme de son. Vous avez été une voix de France Culture pendant 10 ans. Je citerai Les Passagers de la Nuit, L'Atelier du Son, Supersonique. Vous avez été rédacteur en chef de Radio Nova et responsable éditorial d'Arte Radio. Vous êtes cofondateur du Live Magazine et passé depuis quelques années dans la production sonore en créant le studio Wave Audio, qui devient petit à petit un acteur majeur de la scène des podcasts français. Ça, c'est pour la partie son, mais vous êtes également auteur de plusieurs livres, d'abord en lien avec votre passion de la radio. Vous avez écrit L'Oreille en coin, une radio dans la radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission absolument extraordinaire qui a été L'Oreille en coin. Vous avez écrit un livre sur le goût de la radio et autres sons. Mais vous écrivez aussi des choses qui vont au-delà du son et sur des thématiques qui sont toujours originales. Je veux citer deux de vos ouvrages. Le premier, dont le titre est « Longtemps, je me suis couché de bonne heure pour raison de sécurité ». Et puis l'avant-dernier, « Ne rien faire, une méthode approximative et contradictoire pour devenir paresseux sans trop se donner de mal ». Ça pourrait aussi faire l'objet d'une conférence. Alors sur l'argent des gens, qui nous intéresse ce soir, dont le sous-titre est « Tentative d'épuisement de nos porte-monnaies ». Cette enquête poético-sociologique, c'est votre 8e ouvrage, publié par une maison d'édition qui nous est chère, ce sont les éditions du Faubourg, puisque voilà, normalement sa directrice, Sophie Kaya, elle est là, dans la salle. Voilà. Thomas, est-ce que vous voulez corriger en dehors de l'âge ce portrait ou le compléter? Non, c'est très juste. C'est vrai que j'essaye de maintenir à côté d'une activité qui est d'abord effectivement sonore, une activité d'écriture, parce que je pense que c'est à la fois c'est pas totalement éloigné. J'ai toujours aimé une forme de radio qui s'écrit avant de se dire et d'être diffusée. Et en même temps, c'est différent. C'est une autre temporalité, l'écriture. C'est une autre manière de se poser sur des sujets. C'est aussi une manière de
Alors là, c'est un livre qui va vers les autres, évidemment, mais c'est d'abord se recentrer un peu sur soi. Moi, mon travail, c'est un travail de production, donc c'est monter des projets, établir des équipes, amener à aboutir ces projets-là. Un livre, c'est différent. Et c'est quelque chose que je tiens à maintenir en parallèle sur cette autre temporalité. Et effectivement, sur cette question de l'argent, on me pose parfois la question pourquoi ne pas en avoir fait une émission de radio ou un podcast, et ça n'empêche, ça pourrait, pourquoi pas. Euh, il se trouve que là, moi, j'ai voulu passer du temps avec les gens, j'ai voulu prendre le temps de retranscrire, au-delà d'un montage de propos, la finesse de leurs réflexions, de leurs témoignages, et de m'y mêler aussi, évidemment, ne serait-ce que par correction, puisque j'allais chercher quand même des choses assez intimes chez les uns et les autres. Donc, je parle entre les lignes ou même un peu plus frontalement de moi aussi, et ça me paraissait la moindre des choses. Voilà, c'est ça que je tenais à appuyer un peu. Voilà, alors nous allons passer à peu près une heure ensemble. On va partager ce temps entre un certain nombre de questions donc, que j'ai préparées pour voilà, permettre à Thomas de développer un peu sa pensée. Il n'a pas besoin de moi pour ça, mais ça mettra un petit peu de diversité. Et puis, bien sûr, il y aura, comme d'habitude, la parole vous sera donnée. Il y aura une séance donc, de questions ou de remarques de votre part. Voilà, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui vous a finalement amené à parler de ce sujet? Puisque quand on regarde tout ce qui est le début de votre itinéraire professionnel, il ne voit pas particulièrement l'argent. Alors, voilà. Parce qu'on ne voit pas particulièrement l'argent, en fait, de manière générale. Et le point de départ, c'était justement de se dire qu'est-ce qui vaut le coup d'être écrit, qu'est-ce qui vaut le coup d'être mis sur le papier, qui ne l'a pas été ou peu, ou un sujet pour lequel apporter une brique supplémentaire pourrait valoir le coup. Et donc pour ça, je me suis dit, abordons un sujet invisible, abordons un sujet qui est même indicible, qui n'est pas dit, ou peu, ou très peu. Et donc, l'idée est venue de parler, de faire parler d'argent, parce que le rapport quotidien à l'argent, c'est quelque chose qui est souvent mis sous le tapis, mis de côté, mis dans l'ombre, est un non-dit, est un angle mort. Et l'idée était justement de se dégager de tout ça et d'aller frontalement voir plusieurs personnes et de leur dire, première question que je posais, est-ce que vous êtes d'accord pour parler d'argent, évidemment, mais de votre rapport à l'argent, et est-ce que ça vous paraît incongru, est-ce que ça vous paraît bizarre? C'était un peu le starter des discussions et des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns, les unes et les autres. Et donc l'idée était celle-ci, d'aller chercher les mots, des mots dont on n'a pas d'a priori, puisque justement l'argent n'est pas un sujet abordé. En tout cas, l'argent, encore une fois, de manière quotidienne, parce qu'on parle de millions, on parle de milliards, on parle de déficit, on parle de bénéfices, on parle de cagnotte. Ça, oui, ça il y a des sujets, il y a des manières d'en parler. Mais aborder ce sujet qui est à la fois invisible et en même temps omniprésent, ça m'intéressait. Euh, Aussi pour créer du lien, aller vers les uns et les autres et quand même créer de l'échange. C'est la base de ce livre-là. Donc pour moi, le point de départ, j'ai l'impression, a d'abord été littéraire au sens, c'est les mots qui m'intéressaient. Et puis après, évidemment, il y a eu les rencontres et tout ce qu'on m'a dit. Très bien. Je vais juste lire les quelques premières lignes donc, de votre avant-propos pour savoir si tout le monde est bien dans la même salle, parce qu'il y a encore temps éventuellement de sortir. Ce livre n'est ni un traité d'économie, ni un guide financier, ni un précis en opérations de bourse et autres placements prometteurs, ni même un manuel d'optimisation fiscale. Alors, qu'est-ce? Une tentative, celle de mettre des mots sur l'argent, sujet qu'on passe volontiers sous silence. Pas quand il s'agit des scandales, des détournements, des amendes records, des transactions industrielles, mais lorsqu'il s'agit du nôtre ou de celui du voisin. Et si on mettait tous les mots sur la table? Alors votre livre, on l'aura compris, qui n'est pas un précis d'optimisation financière, est construit en 10 chapitres. 10 chapitres qui sont chacun un témoignage, donc 10 témoignages.
Il y a dans ce livre voilà, une structure qui se répète et qui je trouve, donne aussi à la poésie finalement de ce livre. Il y a un titre qui annonce la couleur, qui est un prénom, un âge et un revenu par mois. Par exemple, Mathilde, de 37 ans, 1844 € par mois, Bordeaux. Vous donnez aussi l'endroit où ils habitent. Il y a ensuite une introduction qui souvent se révèle, enfin, ou se réfère à un peu à votre propre expérience. Ensuite, le témoignage, qui est une forme de confidence que l'on fait à quelqu'un de confiance. Et puis une conclusion au témoignage qui est toujours bienveillante, qui est ce qui résonne lorsque vous avez pris congé l'un de l'autre. C'est vous qui l'écrivez comme ça. Et cette conclusion donne une portée un peu universelle finalement au témoignage individuel. Et enfin, entre chaque chapitre, vous insérez des phrases que vous avez captées sur le web, vous appelez ça des shorts, qui est un peu le bruit de l'époque et qui donne aussi une forme de légèreté à ce sujet qui est parfois lourd. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une de ces shorts. Je pensais toujours que j'allais gagner au loto. Je l'avais dit à mon ancienne compagne, qu'un jour je serais riche. Elle ne m'a pas cru, elle est partie. Bah tant pis, moi je suis riche. Voilà le genre de petites phrases qui redonnent à chaque fois une impulsion assez ludique au livre. Alors, 10 témoignages, 10 personnes. Comment avez-vous rencontré ces personnes? Est-ce que vous les avez sélectionnées? Est-ce que c'est le hasard? Comment s'est faite Alors, cette rencontre? il y avait le désir tout d'emblée de ne pas faire un panel. Je ne voulais pas que ce soit représentatif. C'est un livre qui reste très ouvert. On aurait pu faire 7 chapitres, on aurait pu en faire 13, 12. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y avait pas de désir de dire voilà la vérité sur quelque chose. Par contre, d'avoir le partage à la fois sensible et narratif, c'est quand même d'abord et avant tout des histoires qui sont racontées, d'expériences et de témoignages, et autour de cette question de l'argent au quotidien. Donc, je ne cherchais pas non plus le spectaculaire, je cherchais surtout à avoir des gens qui prennent le temps de discuter avec moi. Alors effectivement, à un moment donné, je me suis dit, voilà, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui assume d'être dépensier, par exemple. Donc c'était histoire de créer quand même du relief à l'intérieur de cette galerie de rencontres et de portraits. Et donc ça m'est arrivé de poser des questions autour de moi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait répondre à peu près à ce type de profil, voilà, des amis. Je l'ai fait ça sur plusieurs années, donc j'ai pas cherché une efficacité non plus. Donc c'était plutôt un peu dans les moments où je me remettais au travail, donc je cherchais à rencontrer quelqu'un. Donc là, j'envoyais un peu des signaux autour de moi. Il y a une seule personne que je connais vraiment directement dans ces personnes que j'ai rencontrées. Les autres sont c'est des liens lointains, voire très lointains. Et donc j'ai cherché d'abord et avant tout d'avoir des personnalités différentes au sens d'une géographie différente, nous ne sommes pas tous au même endroit, de fortunes différentes évidemment, de situations sociales, métiers, parcours, et en âge aussi d'avoir quand même un spectre qui ne soit pas centré que sur une classe d'âge. Donc je voulais non pas une représentativité, mais une variété. Et donc c'est un peu comme ça, au fur et à mesure des 2-3 ans où j'ai travaillé dessus, que je me suis lancé quelques pistes, j'ai pas fait d'annonce en ligne, par exemple, ce que font certaines émissions pour trouver tel ou tel profil. Donc c'était plutôt ce qui venait en fonction de ce que je lançais comme signaux autour de moi. Et malgré tout, malgré le fait de ne pas chercher spectaculaire, j'ai trouvé des histoires, et chacun a vraiment des histoires qui, quand il les raconte, ont une dimension spectaculaire. Voilà, un jour, en faisant comme ça ce type d'appel un peu autour de moi, je me suis retrouvé en face de Boris, qui gagne sa vie, qui voulait gagner sa vie en tout cas, en jouant au poker en ligne. Voilà. Et qui raconte cette expérience, qui a voulu, bien qu'ayant fait une école de commerce, en sortant de cette école, voulait absolument pas rentrer dans ce qu'il voyait être comme une norme, un moule, et donc il voulait exister en dehors du système tout en gagnant sa vie. Donc évidemment, quand on a une personnalité comme ça, on a envie de discuter, de savoir comment ça se passe.
Bon, manifestement, ça se passe quand même en passant 15 heures par jour devant son ordinateur. Donc, c'est une autre forme d'aliénation. Mais c'était assez fascinant d'avoir ce type de personnalité en face de soi. Et finalement, vous avez été obligé pour le livre de vous séparer d'un certain nombre de témoignages. Vous en avez eu beaucoup plus que 10 ou c'est à peu près le cœur de vos interviews? Bah, j'en ai, il y a un témoignage que j'ai pas utilisé, mais sinon, ces rencontres étaient assez fortes. D'abord, à partir du moment où les gens sont d'accord pour parler, parce que j'essaie d'être assez clair sur non seulement le but de la rencontre, mais aussi comment ça allait se dérouler. Donc, à partir du moment où les gens étaient d'accord, il y avait une rencontre de plusieurs heures. Donc il y a eu, là où il y a eu du retravail, c'est évidemment comment transformer 3-4 heures de discussion en un monologue c'est de la discussion orale, donc comment la transformer sous une forme qui vaille le coup d'être écrite. Donc ça, là, il y a eu du retravail. Mais sur les rencontres, non, il n'y a pas eu de déchets, de rejet ou de mise de côté. Non. Sauf un, encore une fois, qui est j'ai quelqu'un qui avait 17 ans et je pense qu'il finalement avait peut-être plus de tabous que les autres, plus de gêne à parler d'un rapport au quotidien à l'argent. Il était dans un établissement scolaire très huppé. C'est ça qui m'intéressait, d'avoir ce regard-là. Mais finalement, peut-être qu'il était trop dedans, manquait peut-être un peu de recul. Et donc, malgré l'entretien qui s'est très bien passé, j'ai préféré ne pas l'intégrer. Alors justement, vous parlez de tabou à l'argent. J'ai cité un petit peu la phrase là, initiale de celui qui dit « mais moi, j'ai pas de problème à parler de l'argent, mais les autres en ont ». Est-ce qu'à l'issue de ce livre, vous avez mis le doigt un peu, ou qu'est-ce que vous pensez du fait qu'effectivement, l'argent est à la fois un sujet omniprésent et qui est rarement abordé quand il s'agit de son argent ou du quotidien? Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection, du précaré, à la limite du jardin secret. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a et on n'en parle pas autour de soi. Les causes sont multiples et variées. Ça n'a pas été mon but d'aller chercher l'origine de ce tabou-là. Évidemment, il y a des éléments culturels, des éléments religieux. La question morale est extrêmement forte. Ça, par contre, ça ressort beaucoup. C'est-à-dire comment moi je regarde l'argent des autres, comment j'imagine qu'on regarde mon argent à moi. L'idée d'un jugement. Et ça, Céline, qui est institutrice, que j'ai rencontrée, qui est institutrice à Paris, c'est elle qui aborde cette chose-là en disant, quand on sait quand notre salaire est connu, et quand on est enseignant, bah, le salaire est normé, on le connaît, il y a un jugement. Et elle vit même un jugement de la part de ses élèves. On établit un jugement de valeur, on établit une mesure de la valeur de ce qu'on fabrique, de ce qu'on est dans la société, à l'aune du salaire. Et elle vit ça comme une violence, par exemple. Et donc, c'est selon elle, en tout cas, ça c'est mon analyse, mais c'est une raison pour laquelle bon, elle n'aborderait pas naturellement en société son salaire. Mais j'ai l'impression que ce type de réflexion ou cette manière de voir est assez partagée globalement. On est jugé en fonction de où on se croit jugé, ou éventuellement on juge en fonction on juge la valeur sociale ou la valeur des gens en général à l'aune de ce qu'on imagine être leur revenu. Vous êtes, j'imagine, vous avez lu d'autres choses aussi sur l'argent pour nourrir votre réflexion. Est-ce que cette remarque que vous faites, est-ce qu'elle porte particulièrement sur la société française? On dit que les anglo-saxons sont plus décomplexés vis-à-vis de, par exemple, leur salaire. Voilà. Est-ce que vous avez vous, une opinion à ce sujet-là? Est-ce que c'est culturel et franco-français le rapport à l'argent est quelque chose de très culturel. Alors, j'ai discuté un peu avec des Suisses qui me disent que c'est encore plus tabou en Suisse qu'en France. Donc ça, j'ai pas pu le constater, mais on m'a dit ça. Sur la question des anglo-saxons et des Américains en particulier, il semble que ça, ce côté un peu démonstratif, en tout cas décontracté par rapport au fait, voire, comment dire, la mesure positive de l'argent qu'on fait, comme on le dit, ça c'est quelque chose qui a l'air de dater plutôt des années 80. Et avant, c'était moins ça. Donc il y a une évolution. Et ça arrive au moment où une sorte de libéralisation, d'un rapport à la bourse aussi, qui devient quelque chose de beaucoup plus commun. Donc c'est culturel, c'est historique aussi. Je sais qu'aux Pays-Bas, il y a un rapport à l'argent qui est très différent. Ce que j'ai pu, moi, constater, c'est quand on est invité aux Pays-Bas
dans un dîner, par exemple, même entre amis, en fin de soirée, on va payer les invitants, même symboliquement, pour contribuer aux frais du dîner en question. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas en France. C'est plutôt, il y a un côté à charge de revanche, mais on ne va pas mettre un billet sur la table. Donc oui, il y a une variété. Je pense que c'est un livre qui est assez français dans le propos, au sens culturel du terme. Après, sur les origines du tabou et la comparaison, donc j'ai pas établi j'ai pas établi de comparatif précis. Okay. Alors on va rentrer un peu plus maintenant profondément dans le fond. Alors c'est difficile d'aborder cette thématique. On y a réfléchi ensemble, soit en prenant les 10 témoignages que Thomas a écrits, mais ça peut être un peu fastidieux. Donc on a choisi plutôt de les regrouper en quatre thèmes qui peuvent être illustrés par les témoignages. Le premier thème, c'est celui de l'argent qui contraint, l'argent qui manque, l'argent source de malaise social. Il y a un témoignage qui évoque beaucoup ce sujet, c'est celui de Charlotte, 42 ans, 1880 € par mois, mais vous y reviendrez peut-être, ça n'a pas toujours été le cas, qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle a de nombreuses années de galères financières derrière elle et en même temps un engagement politique très fort, puisqu'elle a été membre du Conseil national du Parti socialiste. Et elle parle beaucoup de la manière dont, autour d'elle, on pouvait réagir à sa pauvreté. Je lis 2-3 lignes. Le problème, dit Charlotte, quand on est pauvre, c'est la bienveillance des gens. Ils viennent vous expliquer. Pour ton bien, il faut que tu arrêtes de dire que tu es pauvre parce que ça te dérange. À un moment, je faisais du ménage au noir. Je n'avais droit à rien. Donc je vivais avec 20 € par semaine. Ça ne me dérangeait pas de dire ma situation, mais ça mettait très mal à l'aise mes interlocuteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement ce que nous dit Charlotte à travers son expérience ? Charlotte, comme avec d'autres interlocuteurs que j'ai eus sur ce projet, sur ce livre, m'a fasciné par un regard laser en fait sur sa propre situation et son analyse très aiguë, très précise de sa propre situation. Elle mettait des mots justement. J'allais chercher des mots, elle en a mis. Et elle ne mâche pas ses mots. Charlotte, effectivement, au moment où je la rencontre, a un CDD et elle gagne 1880 € par mois. Donc c'est le chiffre que je mets en haut du chapitre parce que c'est la règle du jeu que je m'étais donnée. Mais elle sort d'une longue période où elle était au mieux au RSA. Et donc, où elle est comme vous dites, voilà, c'est la galère, c'est la vraie pauvreté, au sens, il faut vivre avec. Par ailleurs, elle est mère célibataire, donc elle a 2 enfants, ce qui ajoute évidemment, est présent dans le récit, mais est aussi une problématique à part, qui se trouve est traitée en ce moment, la question des mères célibataires, et commence à être traitée politiquement, et dans certains livres, c'est un sujet qui émerge. J'avais eu l'occasion d'en parler avec elle. En marge de l'entretien, on avait développé un peu ça. Mais donc, elle me raconte, même depuis ses années lycée, comment, effectivement, ce que ça veut dire d'être pauvre d'un point de vue pratique et dans le regard des autres. Donc, elle parle de cette histoire, de ce contre-pied de départ que je trouve fascinant. Le problème, c'est la bienveillance des autres. Ces gens qui lui disaient de ne pas trop dire qu'elle était pauvre parce que, grosso modo, ça gênait, ne sont pas ceux qui l'ont aidée. Et ces gens qui disaient ça, c'est justement dans le monde politique, où elle a eu une activité, elle l'a toujours d'ailleurs, et puis elle a eu un statut social qui n'est pas forcément qui ne permet pas forcément d'avoir un revenu. C'est du côté de l'Église qu'elle a eu ce coup de main. Parce que effectivement, parmi ce profil, elle fréquente la paroisse près de chez elle, et donc c'est le curé qui l'a aidé à se remettre en selle, parce que c'est comme ça la question. L'autre chose qui est passionnant dans son témoignage, c'est le côté... Enfin, y a 2 choses. Ce que j'ai compris en discutant avec elle, c'est que la pauvreté donne une expertise. Parce que
l'expertise au quotidien, qui est aussi une angoisse au quotidien, c'est comment s'en sortir, comment optimiser chaque élément du quotidien, comment faire pour se chauffer, comment faire pour se déplacer, la question de la voiture, c'est un truc essentiel, fondamental. Charlotte, elle est à Metz. Il faut bouger. Et donc, comment on se débrouille pour trouver une voiture, comment on se débrouille pour la partager. Et c'est cette expertise absolument jamais valorisée des gens qui sont dans cette situation de pauvreté, elle verbalise, elle explique ça. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai compris en discutant avec elle. Et voilà, donc c'est vraiment en rencontrant des gens, en allant loin dans la discussion. Alors tout le monde n'a pas forcément une capacité de verbalisation et d'analyse comme elle. Donc c'est ça, j'ai eu tout d'un coup, elle a pu faire ça au nom aussi d'autres gens qui sont dans cette situation-là, que j'ai moi admiré en fait dans ces discussions. Et ça va dans des choses très concrètes. Hein. C'est qu'est-ce que j'achète pour mes enfants, de quoi je me prive pour leur permettre d'avoir. Elle dit voilà, elle parle du Nutella, c'est tout bête, hein, on a le droit d'en avoir aussi, mais ça coûte cher. Et est-ce qu'on descend dans la qualité pour permettre aux enfants d'en avoir parce qu'ils en veulent Est-ce que je les prive Bon, évidemment, il y a la question de la culpabilité qui se mêle à ça. Et elle aborde ça frontalement, elle n'a pas de faux semblants, elle dit les mots, et c'est ce que j'allais chercher. Et le lien avec son engagement politique, il rejaillit comment finalement elle est militante et c'est cette expertise qu'elle développe pour le Parti socialiste ou ça n'a rien à voir finalement? Ça l'accompagne évidemment. Aujourd'hui, elle est dans une situation qui n'est plus du tout celle-là. Évidemment, ça continue de l'habiter. Après, je crois, mais ça c'est pas dans l'entretien, mais qu'elle s'est plus saisie de la question des mères célibataires politiquement pour en faire un sujet d'actualité. Et je crois ça devient un sujet, ça ne l'était pas. Très bien, on va passer au deuxième thème. Il y aura peut-être des questions, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors avec une petite short aussi en intermède. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense, la question, elle est vite répondue. Je peux dire un mot sur cette structure, justement. J'avais proposé à Sophie Kaya ce dispositif. C'est-à-dire que le travail de ce livre, ça a été des rencontres pendant plusieurs heures, je l'ai dit, la retranscription de propos qui vont dans le détail, qui sont nuancés, qui vont dans l'intimité des gens, qui de ce fait a nécessité, j'espère, du soin. J'ai fait évidemment relire à chacun les monologues qui sont les leurs, parce que encore une fois, ces entretiens ont été transcrits en forme de monologue. Vous êtes face à chacun qui se confie. Mais, et encore une fois, c'est pour aller chercher les mots, pour aller chercher le tabou, l'indicible. Voilà. Mais l'argent, on en parle quand même. Or, il se trouve que quand vous allez sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, vous avez ces formats de vidéos très courts qui jaillissent comme ça dans votre fil. Vous ne savez pas toujours qui parle, vous ne savez pas toujours d'où ça vient, vous ne savez pas forcément le sujet, ça varie. L'algorithme étant bien fait, quand je travaillais sur la question de l'argent, j'avais beaucoup dans mes fils ce genre de format très court qui parlait d'argent. Or, on ne parlait pas de l'argent au quotidien, on parlait toujours de millions, on parlait toujours il y avait aussi ce type de dérision, et on parlait de grosses sommes, on parlait des propos à l'emporte-pièce sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Et je me disais, ça, où là, il n'y a ni la nuance, ni le temps, ni le contexte qu'on donne par ailleurs dans le livre,
ça donne quand même un indice de ce que vous dites tout à l'heure, le fond de l'air un peu, de comment on parle d'argent, qu'est-ce qui nous parvient quand on parle d'argent, et ce qui structure quand même une sorte d'imaginaire par rapport à cette question-là. Et donc, aussi pour créer du rythme un peu dans la lecture, je me suis dit qu'on pouvait créer un contraste comme ça en mettant sur une page, entre chaque chapitre, ce genre de shorts, de morceaux extrêmement courts, là aussi sans contexte, sans qu'on sache qui parle, mais qui résonne comme un écho du propos autour de l'argent. Et ce qui devient aussi ce qui permet d'en faire aussi un petit objet éditorial. Le deuxième thème qui émerge, je trouve, des 10 témoignages, c'est celui de l'argent qui donne des moyens, qui donne de la liberté. Alors, il y a notamment un témoignage emblématique. Donc c'est celui d'Olivier, 71 ans, qui déclare un revenu de 9 000 € par mois, qui vit à Paris. Donc c'est à l'autre extrémité du spectre social. Mais il indique qu'il a milité 10 ans au Parti communiste. Et ensuite, il a construit un patrimoine, il donne le chiffre, de 50 millions d'euros, en développant des montages financiers pour des grandes entreprises. Aujourd'hui, il déclare utiliser sa fortune pour faire de la politique et soutenir des initiatives citoyennes. Alors, que vous a inspiré, Thomas, ce témoignage d'Olivier? Alors, pour moi, il était hyper important d'avoir quelqu'un qui avait une fortune, à mes yeux, colossale. L'autre jour, j'ai répondu à une interview sur le livre. On m'a dit « Ah, c'est dommage, vous n'avez pas de gens très riches. » Je dis ah, quand même, il a un patrimoine de 50 millions d'euros, mais c'est vrai que j'aurais pu aller chercher quelqu'un qui a un patrimoine de 10 milliards. Mais bon, après, la question, c'est comment, un, les rencontrer, et deux, comment créer un rapport d'intimité sur la question de l'argent avec des gens qui sont dans cette stratosphère. Olivier a fait fortune par une opération financière à l'intérieur de sa propre entreprise. Il dirigeait une entreprise de BTP, une grosse entreprise de BTP, et par un montage financier que j'explicite dans le livre, mais donc je serais incapable de vous le dire là à l'oral, il a les LBO, ben voilà, vous pourriez m'expliquer mieux que moi, mais voilà, et il a donc s'est retrouvé à la tête d'un capital important. Effectivement, c'est de toute façon un profil atypique parce qu'il a été, non seulement il était 10 ans au PCF, mais il était entre 68 et 78, grosso modo, au Parti communiste. Donc, à une période qui, lui, était dans un âge où il s'est construit intellectuellement. Il a continué pendant sa vie d'entrepreneur et de haut cadre. Il a formé, y compris les syndicalistes des entreprises dans lesquelles il est passé, au langage économique, aux mécaniques économiques, parce qu'un de ces éléments, c'est de dire qu'il faut que les gens comprennent aussi. Parce que c'est un peu un des sous-textes, mais pas le seul de ce livre-là, c'est que quand l'argent est un sujet tabou, l'argent n'est pas une question qu'on aborde et qu'on nous apprend non plus. Donc il y a quand même une tendance à subir cette question de l'argent. Lui a cherché aussi à enseigner un peu j'allais dire son savoir-faire. Ce qui m'a fasciné dans la rencontre avec Olivier, alors il y a effectivement son engagement qui est réel. Là, il est en train de construire une maison qui doit rassembler, il y en a une qui existe à Berlin comme ça, rassembler plusieurs médias indépendants pour leur donner une sorte de sécurité matérielle au sens des bureaux et puis permettre une forme d'émulation. Il a financé des tentes pour les migrants. C'est des sujets qui suivent énormément. Et puis politiquement, voilà, la situation l'inquiète et il essaie de faire se rencontrer des gens. Donc c'est quelqu'un qui a un engagement, qui n'a pas attendu la fortune, mais il met sa fortune aussi au service de cet engagement. L'hypothèse que je fais dans la difficulté à rencontrer des hautes fortunes pour en parler, c'est de craindre que la question qui soit posée, c'est qu'est-ce que vous en faites de votre argent? Et je pense que c'est la question que je posais à Olivier, mais que j'aurais posée, quoi qu'il en soit, à quelqu'un qui a une fortune colossale. Et une autre chose que j'ai trouvé intéressante parmi d'autres dans cette rencontre avec Olivier, c'est qu'il m'a expliqué que cette LBO, cette mécanique financière par laquelle il a fait fortune, il avait embarqué plusieurs dizaines de cadres de son entreprise dans la même mécanique. Donc il a fait la fortune, ce mouvement financier a fait la fortune de plusieurs dizaines de personnes autour de lui.
il m'a dit, si j'avais mis avec moi dans cette opération seulement 10 personnes plutôt que 50, je ne sais plus combien c'est exactement, moi, ma fortune aurait été de 200 millions et pas de 50 millions. Mais je pense que je serais devenu fou. Et là, je lui demande, mais quelle est la différence, vue de mon point de vue, entre 50 et 200 millions d'euros? Qu'est-ce qui fait que tu deviens fou à 200 et pas à 50? Et ben c'est là que j'ai touché un truc qui m'a vraiment, parmi les choses qui m'ont intéressé dans ce livre-là, c'est qu'il n'a pas su me répondre, mais il a dit, je le sens, je le sais. Et donc il y a un truc hyper humain, il y a un truc de limite, d'imaginaire, de ce qu'on se donne à soi-même. Et si on dépasse cet imaginaire, si on dépasse ce qu'on s'est fixé comme possible, on perd les pédales. Et donc la question de l'imaginaire, je pense que la question de parler d'argent, c'est aussi de se donner un imaginaire en commun. Il y a un truc collectif aussi. À partir du moment où on lève un peu le couvercle, si on met de côté la question du jugement social, moral, c'est effectivement de parler ensemble d'une dimension qui quand même crée du lien entre nous, mais qui est totalement souterraine. Donc si vous êtes à la limite des 50, arrêtez-vous. Hein, vous avez compris que voilà, après il y a un risque de folie. Pour clore cette thématique, je vais vous relire une petite short qui est en lien avec ce dont on vient de parler. À Monaco, je suis plus dans les 20 derniers pourcents que dans les 20 premiers, frérot. Parce que là, tu as des mecs qui marchent en claquettes avec les ongles des pieds pas coupés et ils pèsent 700, 800, 900, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 20 milliards. La dernière fois, il y a un mec qui me dit, tu sais combien il pèse, lui? J'ai dit non, il pèse quoi, 150 kilos? Il m'a dit non, il pèse 25 milliards. J'ai dit, ok, pardon, je m'incline. Alors, c'est pas ça qui fait la valeur d'un homme, ni pour eux, ni pour moi. Mais quand même. Et tu vois, à Monaco, tu as du très très lourd, frérot. Le troisième thème qui émerge de ces témoignages, c'est l'argent qui éloigne, l'argent qui coupe les liens, l'argent qui brouille, l'argent qui fâche. Vous savez qu'on attribue à Jean Cocteau cette phrase « Heureuses les familles qui n'ont pas hérité ». Et vous vous donnez le témoignage de Mathilde, qui a 37 ans, qui gagne 1 844 € par mois à Bordeaux, qui est juriste, mais dont l'adolescence a été marquée par la fortune soudaine de ses parents, lorsque son père, là aussi, a fait entrer en bourse une société qu'il avait créée. Après le décès de leur mère, leur père s'est remarié, et aujourd'hui, Mathilde ne le voit plus. Elle est simplement propriétaire de son appartement. C'est ce qu'elle a finalement hérité par avance. Et sinon, elle vit normalement avec son salaire de juriste et son mari, qui est intermittent du spectacle, qui est musicien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle voit l'argent à venir, c'est-à-dire l'héritage, comme une source de problème. La rencontre avec Mathilde était effectivement, alors je ne cherchais pas d'histoire d'héritage, mais quelqu'un m'a parlé quand je parlais un peu du projet du livre, quelqu'un m'a parlé d'elle, et effectivement, c'était à la fois l'histoire d'une fortune et l'histoire d'un héritage, une histoire de famille. Donc, ce qui était effectivement assez fascinant, c'est de voir son refus, en fait. C'est-à-dire que l'argent a créé des problèmes, et elle voit cet héritage comme une menace, l'héritage à venir. Parce qu'elle a une belle-mère aussi qui, d'après ce qu'elle raconte, est clairement apparue du fait de la fortune du père. Et donc les liens sont totalement déliés avec le père, crée des tensions avec le frère. Donc c'est une histoire qui m'a fait comprendre une chose et qui s'est recroisée avec l'histoire de Catherine aussi, qui raconte comment le moment de l'héritage, qui est donc un autre témoignage, le moment de l'héritage a créé d'énormes tensions avec sa sœur. J'ai compris, alors c'est tout bête, mais c'est encore une histoire de verbalisation, que l'argent, quand ça reste la mesure d'une acquisition, même fantasmagorique, donc d'une action en fait,
quelque chose qui doit servir à quelque chose, reste quelque chose de sain. Mais à partir du moment où ça devient la mesure d'autre chose, c'est-à-dire d'une amitié, d'une affection, d'un amour, c'est la porte ouverte à la catastrophe, en fait. Et le moment de l'héritage est souvent celui-ci. On attend l'héritage, en tout cas c'est comme ça que, dans l'histoire de Catherine, c'est comme ça que ça s'est passé, comme un moment de réparation. Il y a eu un manque qui a traîné pendant des années dans une reconnaissance familiale, et on attend l'héritage pour qu'il y ait une forme de réparation. Évidemment, cette réparation n'est jamais possible, et donc c'est là que les non-dits explosent et que les liens se défont définitivement, où la violence même apparaît. Et donc ça, pour revenir à Mathilde, elle dit clairement qu'elle préfère ne plus avoir affaire à cette question de l'argent. Elle préférerait, voilà, ça lui a servi à quelque chose, encore une fois très concret. Elle a acheté son appartement. Je ne sais plus combien c'est, enfin, voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle a une forme de confort de ce fait, mais il n'y a pas d'idéal de fortune du tout. C'est plutôt un idéal de tranquillité et de normalité. Combien vous touchiez sur TF1 par mois? Je ne sais pas, dans les 150 000 euros. Quoi? Par mois? Bah oui, par mois? Oui, mais ce qu'il faut savoir, non, ce qu'il faut savoir, c'est que vous touchiez 150 000 euros par mois. Alors, on va aborder le quatrième thème qui est sans doute celui dans lequel se rejoignent le plus des personnes que vous avez interviewées, qui est l'argent que l'on met à distance en cherchant une vie avec peu de besoins matériels. Ce qui est intéressant, c'est que cette mise à distance, elle peut prendre des formes qui sont très différentes. J'ai retenu, par exemple, vous avez cité le joueur de poker en ligne, qui sait très bien qu'il ne sera jamais riche avec cette activité. Son objectif, c'est de gagner 1 000 à 1 500 euros par mois, ça lui suffit. Mais après, effectivement, comme vous le faites remarquer, il y passe quand même 15 heures par jour. Il y a aussi donc le cas d'une personne qui multiplie des petits boulots, mais des petits boulots choisis, désirés, aimés, mais qui sait qu'ils ne seront jamais très, très rémunérateurs. Et puis, il y a enfin un témoignage sur lequel j'aimerais que vous puissiez développer. C'est celui de Jules, qui, j'ai l'impression, est emblématique d'une démarche qui semble se développer. Jules a 35 ans, il gagne 1 300 euros par mois, il s'est installé à Die, qui semble être une espèce de petit paradis, peut-être que vous pourrez nous en dire quelques mots, c'est pas si loin d'ici, et qui a fait le choix d'une vie plus frugale sur le plan de ses dépenses, et surtout plus communautaire. Alors est-ce que, voilà, Jules, quelle est la logique finalement de son rapport à l'argent? Et après, peut-être deuxième question, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui dont vous pensez qu'il se développe dans notre société ou ça reste marginal? Je crois que Jules est parti il travaillait à Paris et puis il a décidé de quitter Paris et dans un premier temps, de faire une sorte de tour de France en camion, en camionnette, pour chercher des endroits où justement il y a d'autres manières de vivre. Ça peut être en communauté ou pas d'ailleurs, mais d'autres équilibres. Donc voilà, il a même écrit un texte là-dessus. Et après, il s'est fixé effectivement à Die. Et ce qui m'a intéressé en discutant avec lui, c'est Sophie d'ailleurs, Sophie Kayak, qui m'a encouragé à discuter avec lui, à le rencontrer. C'était justement ce côté, alors pas forcément représentatif dans un premier temps d'un mouvement, mais en tout cas d'une recherche alternative. Parce que dans la discussion avec lui, on parle de la gratuité, du prix libre, éventuellement des marges de troc, des choses comme ça. Et
Et ensuite, la question, j'allais dire quasiment utopique, m'a vraiment intéressé. Et effectivement, Adi, lui, il s'occupe notamment il participe à une association qui s'occupe d'un magasin de bricolage où le prix est libre. Alors il se rend compte qu'il faut quand même au bout d'un moment faire un peu de pédagogie pour qu'il y ait quand même l'équilibre qui se fasse. Et donc il y ait une forme de conscience économique qui existe aussi du côté du consommateur. Mais il me dit voilà, dans les concerts, sur les marchés, on peut trouver cette logique du prix libre et qui est relativement comprise. Et puis moi, je me rends compte en discutant avec lui que en fait, je pratique cette question-là. Moi, je travaille dans un espace de coworking à côté de Paris, à Malakoff, et il y a un restaurant, cantine pas très loin, et en fait, il y a 3 tarifs. Donc quand ça va bien, on peut payer un peu plus. Quand on veut contribuer au mouvement général, on peut payer un peu plus. Quand ça va un peu moins bien, ben, on peut payer en dessous ou encore en dessous. Et on ne nous demande pas de justifier quoi que ce soit. Donc cette logique-là, ce rapport-là, qui est aussi un rapport de confiance, et la question de la confiance elle est au cœur un peu de la question de l'argent, quoi. Un billet de banque, c'est d'abord, on fait confiance hein, à qui signe ce billet. Donc je trouvais ça intéressant. Alors la question, est-ce que c'est représentatif? Moi, je crois que c'est représentatif d'une recherche d'alternatives, effectivement, qui peut prendre plusieurs formes, mais de se dire qu'on peut aller chercher dans le collectif autre chose. La question des tiers-lieux, par exemple, c'est aussi d'être en commun quelque part, d'aller ensemble dans une direction, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit entrepreneuriale, enfin, qu'il y ait la question du partage. Donc, moi, je trouvais sain, effectivement, de terminer parce que c'est le dernier effectivement témoignage du livre, de mettre un point d'orgue comme ça et de se dire, en symbolique aussi du fait que dans tous les témoignages que j'ai recueillis, toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y a une réflexion. C'est-à-dire que c'était une sorte de pari aussi, c'est-à-dire ce non-sujet, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, tout le monde a des récits, en fait, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a une forme de lucidité par rapport à ça. Et donc derrière ce secret, il y a aussi cette ébullition. Et ce qui croise aussi le témoignage de Boris avec ce poker en ligne ou de Rodolphe, qui est effectivement une sorte de slasher, comme on dit, qui fait plusieurs activités en parallèle, en fait, mais qui avant tout lui plaisent, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez tout le monde, c'est la question de la liberté, en fait. Comment cette contrainte absolue, et qui était mon ressort, en fait, au départ, que j'ai fini par comprendre, qui relève aussi d'une forme d'anxiété, c'est de dire comment on fait avec cette contrainte absolue, qui est celle de devoir gagner sa vie, d'avoir une sécurité, de ne pas se casser la figure, comment on répond à ça, comment on répond à ce risque, et comment on trouve sa liberté. Et chacun a un propos. Chacun a un propos par rapport à ça. Et chacun a une lucidité par rapport à ça. Khadija, qui est aide à la personne, qui était à quelques semaines de la retraite quand je l'ai rencontrée, qui habite en Seine-Saint-Denis, elle me fait un portrait des grandes familles riches du 7e arrondissement de Paris auprès desquelles elle a travaillé, auprès des ancêtres desquels elle a travaillé, parce que c'est chez les nonagénaires qu'elle accompagnait. Mais c'est un portrait laser, c'est d'une lucidité absolue. Et j'ai trouvé ça salutaire, en fait, d'avoir ce type de rencontre et me dire, oui, on a un truc en commun tous, c'est chacun des récits différents sur ce sujet dont on se parle très peu, et qui traduit quand même ce côté de se dire, ok, comment je m'en sors, comment on fait avec, c'était un peu la conclusion, c'est faire avec, comment on fait sans aussi, mais comment on existe quand même, malgré tout. Est-ce qu'au cours de ces témoignages, finalement, vous dites qu'il y a une relation entre le niveau de vie, le niveau de liberté, le niveau peut-être de bonheur? Oui, je suis tombé sur le témoignage d'un banquier qui disait que les études disent que alors l'argent ne fait pas de bonheur, mais à 75 000 euros par an, voilà, si on en a plus, ça ne change pas, mais c'est à peu près ce revenu-là qui permet de se sentir un peu libre. Moi, je pense que, alors sans doute que ça aide, mais la grande fortune... j'ai discuté avec quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Histoire d'argent l'autre jour, qui m'avait invité à en parler et qui rencontre plein de gens à des fortunes diverses, et qui revenait sur l'idée que la grande fortune n'aide pas forcément à être plus libre. Moi, je crois
que le secret de réussir, ce qui n'est pas simple, à regarder en face sa propre situation et d'établir l'équilibre qui nous est personnel. Je pense qu'il y a un truc qui est effectivement très très personnel, qui dépend de la psychologie de chacun et du parcours de chacun. Mais la difficulté, c'est d'avoir cette lucidité, de réussir à faire face à ça, et donc réussir à se dire comment je fais pour me faire aider, comment je fais pour y voir plus clair, et pour justement soit se rassurer, soit trouver son chemin de liberté. Est-ce que je vous comprends si je dis que c'est finalement la cohérence que chacun peut trouver vis-à-vis de cette question qui va le rendre libre et heureux, ou pas du tout, quel que soit finalement le niveau de revenus? Oui, oui, alors quel que soit... Alors même si ne rien avoir, oui, on peut être ça. lucide, mais ne rien avoir est compliqué. Mais dans une situation moyenne, oui, c'est effectivement cette question d'une cohérence par rapport à soi-même, mais qui est une recherche, en fait, qui est quasiment... qui est un travail, comme on dit, à faire, et qui n'est pas simple, parce qu'encore une fois, comme le sujet est non dit, c'est pas facile de trouver les endroits où on peut avoir une aide ou un chemin, quoi, par rapport à ça. Il faut demander à son banquier, je sais pas, c'est à vous que je pose la question. Avant de passer la parole au public, j'ai une dernière question pour vous, Thomas. Est-ce que finalement, après avoir, ou en écrivant ce livre, en rencontrant ces personnes, vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Est-ce que vous avez eu des surprises et est-ce que vous êtes différent avant que... Alors, les surprises, j'en ai eu quasiment tout le temps, parce qu'encore une fois, je ne cherchais pas le spectaculaire et chacun avait des histoires qui sont prenantes, en fait. Donc ça, voilà, et le fait que chacun ait un discours, le fait que j'ai pas eu, ce que j'ai dit tout à l'heure, quasiment pas eu j'aurais très bien pu devoir trier beaucoup et chercher beaucoup de témoignages pour avoir un peu la substance que j'attendais. Et non, en fait, tout le monde avait quelque chose à dire et tout le monde est passionnant. Donc ça, c'était, je sais pas si c'est une surprise, en tout cas, c'est une satisfaction. Et voilà. Et la dernière partie, pardon. Est-ce que vous avez, à titre personnel, est-ce que Oui. vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes différent? Est-ce que dans votre propre rapport à l'argent, il y a des choses qui ont bougé par le simple fait d'avoir finalement écrit ce livre? En parallèle de l'écriture, moi, j'ai développé une activité d'entrepreneur. Je suis producteur comme vous disiez, de audio et podcast. Je suis pas moi, j'étais pas du tout programmé pour ça. Et donc, je pense que ce livre m'a aidé à assumer ou à juste faire une sorte de transition vers cette activité. Parce que quand on devient entrepreneur, les sommes sont plus les mêmes. Il y a une question de gestion de l'argent qui, évidemment, est différente. On gère son argent, évidemment, quand on est salarié, mais tout d'un coup, ça devient un peu autre chose. Donc, je pense que ça m'a aidé pour ça, de mettre des mots, d'objectiver, en fait. Voilà, c'est ça, d'objectiver cette question qui, comme elle était non dite, tout d'un coup me tombait dessus en tant qu'entrepreneur. Et donc, il fallait quand même que les mots, ça reste un truc essentiel pour moi. Donc, voilà, aller chercher les mots des autres pour m'aider peut-être à y voir plus clair informellement, en fait, pas tant au quotidien que dans la posture par rapport à cette question-là. Donc ça oui. Et par ailleurs, le fait d'être entrepreneur et de gagner de devoir aller chercher des clients pour gagner sa vie, d'être dans cette mécanique-là qui est parfois épuisante, crée une forme d'insécurité et d'angoisse. Donc je pense que tout simplement, j'ai fini par comprendre à la fin que j'ai écrit ce livre pour répondre à cette insécurité et cette angoisse. J'ai fait ce livre sur l'argent au moment où je deviens entrepreneur, producteur. J'avais fait un livre sur la paresse au moment où j'étais au chômage. Bon, il y a des choses qui sont assez cohérentes, quoi. Merci pour tout ce témoignage personnel finalement. Écoutez, il nous reste 15-20 minutes. Donc, voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez développer, des questions qui n'ont pas été traitées? On était fatalement un peu superficiel par rapport à la richesse de ce livre. Je me demandais, comme c'est la suite d'un autre livre, est-ce que du coup ça a aussi changé votre rapport à la paresse? C'est pas la suite, hein, c'est un autre livre, hein, vraiment. Moi, honnêtement, c'est ce qui va. Le livre sur la paresse était un peu plus humoristique, mais ça appuie aussi sur pas mal de textes.
philosophiques ou autres. C'était un livre qui était déjà un peu qui répondait à une injonction qui est devenue de plus en plus forte, celle au travail, qui est devenue une injonction politique. Le livre date de 2019, donc oui, voilà. Donc c'est devenu quelque chose d'encore plus fort. On a entendu cette année des phrases comme le travail rend libre. Cette fois pas, non, en français. Et donc, pour moi, ça répondait d'abord à ça, ce côté, qu'est-ce qui émancipe aussi dans le fait d'avoir un rapport au temps qui n'est pas complètement rempli par le travail au quotidien. Et en fait, c'était la question de la liberté par rapport à cette injonction-là. Et au fond, je me retrouve à travailler sur la question de l'argent, cette fois en allant voir plein de personnes différentes. Et je me rends compte que c'est la même chose, c'est comment trouver sa liberté derrière cette autre injonction qui est liée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être moins libre qu'en étant au chômage ou pas? Ah, non. Non, la période du chômage n'était pas une période joyeuse, mais c'est vrai que non, de toute façon, voilà, on est en équilibre sur un vélo, quoi. Donc, je pense que c'est ça que je cherche tout le temps, c'est-à-dire une forme de. Il y avait un livre qui s'appelait Le plein emploi de soi-même, en fait, de réussir à être au bon endroit, se sentir au bon endroit et à donner pour soi et pour les autres une forme de plénitude de ce qu'on peut faire. C'est cet équilibre constant qui est jamais acquis, jamais atteint, et autour duquel moi je tourne. La question du chômage, en quelque sorte, était un moment aussi où j'ai eu, moi, tout le monde n'a pas ce luxe-là, mais de pouvoir réfléchir, lancer des projets, ça marche pas. Et à l'issue de quoi, moi, j'ai lancé cette société de production. Mais encore une fois, c'est à l'échelle de chacun de trouver cet équilibre, de se connaître soi. C'est pas si simple que ça. Et donc, c'est constamment explorer des chemins, tenter des choses. Moi, j'aime beaucoup fonctionner par projet. Quand on est producteur, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, l'initier, le développer, l'aboutir et repartir sur autre chose, c'est quelque chose qui était déjà un peu comme ça quand j'étais à France Culture. Quand on propose des émissions de radio, on propose un projet, et chaque émission est elle-même un projet, et on l'initie, on la développe, on l'aboutit. Ce côté aboutissement, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à abandonner, c'est que j'avais essentiellement des émissions hebdomadaires. Donc chaque semaine, il y avait une finalité. C'est hyper satisfaisant parce que on propose quelque chose. En plus, la radio, pour ça, c'est génial parce que on le diffuse, l'attrape qui veut, qui s'y intéresse, on n'impose rien à personne. Et chaque semaine, c'est reparti, et on propose autre chose, et on cherche à varier à l'intérieur de la continuité, et ça m'allait beaucoup. Quand on est producteur, ça met un peu plus, en tout cas dans mon cas, ça met plus de temps, c'est plus laborieux, c'est plus fragile aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément. Et donc, c'est un peu une métaphore de cet équilibre voilà, à continuer d'avancer tout en proposant des choses. Merci pour cette réponse, mais vous avez raison, le lien entre les deux livres est peut-être moins ténu qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions sur l'argent des gens? Non, c'est bon? Si? Ah, pardon, j'ai pas vu. Alors, on n'a pas instauré le fait que chaque personne qui pose la question annonce son revenu mensuel. On n'aurait peut-être pas eu beaucoup de questions. Pour commencer, non. Non, moi, je me posais la question par rapport aux gens que vous avez rencontrés. On remarque, par exemple, que les gens qui ont moins d'argent sont plus généreux, souvent, alors que ceux qui en ont pas mal, justement, font plus de sécurité avec leur argent. Et puis, la remarque qu'il y en a qui savent faire de l'argent, d'autres non. Quelle que soit leur situation. Alors, est-ce que c'est une question de culture, de naissance? L'impression quand même que ceux qui sont nés dans une famille où la gestion de l'argent fait partie un peu
que d'autres n'ont pas du tout cette notion. Voilà, c'est des questions qui... Est-ce que ça ressort un peu aussi dans vos... Sur la générosité, j'ai pas forcément constaté ce que oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Céline, l'institutrice dont je parlais tout à l'heure, qui dit quand elle a quelque chose de bien qui lui arrive, elle donne un peu d'argent autour d'elle pour rééquilibrer la balance. Mais Olivier, dont on parlait tout à l'heure, qui a la plus grande fortune des gens que j'ai rencontrés, j'allais dire, il théorise. Non, il théorise pas. Il pratique une générosité, mais qui est pensée politiquement. Il y a Catherine dont je parlais qui revendique une éthique de la dépense, qui veut, comme elle dit, elle craque son argent. Et elle le craque aussi par générosité, pour inviter des amis, pour voilà, il y a un peu de panache aussi dans la dépense, mais quelque chose de généreux. Donc j'ai pas croisé ça, enfin c'est pas schématiquement comme ça. Et sur, alors pardon, excusez-moi, la deuxième partie de la question, j'ai oublié. À savoir faire de l'argent, oui. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui... ça va avec le côté tabou, c'est que dans la famille, ça l'est moins quand même, ça peut l'être moins. Et donc, effectivement, c'est quelque chose dont on peut hériter cette agilité. En l'occurrence, la question de l'héritage, on l'aborde, mais pas cette question, effectivement, de comment faire de l'argent. Olivier raconte dans le détail comment il a réussi à bâtir sa fortune, mais c'est pas spécialement quelque chose d'hérité. Il était dans une famille aisée, mais par contre, lui, il dit, d'ailleurs, on l'a mis en quatrième de couverture, il dit, si les gens savaient tout ce qui se joue dans les fortunes très élevées, tous les montages fiscaux qui se font, tout l'argent qui circule, certains patrimoines, et effectivement, 3 petits points. Bon, lui, 3 petits points, dans l'entretien, ce serait les gilets jaunes tous les jours. Bon, alors, c'est pas complotiste, c'est plus de dire voilà le différentiel en fait. Et donc je réponds ça parce que ça fait partie aussi d'une forme de culture, ce rapport décomplexé à l'argent. Il s'hérite, il est à l'intérieur d'une forme de classe, clairement, hein, bien sûr. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai du mal même à me projeter dans un entretien avec un milliardaire. Parce qu'il y a une distance qui est trop grande par rapport à moi, à ma culture à moi. Alors le livre, il est daté évidemment d'aujourd'hui, mais ma question c'est est-ce que ça aurait été le même livre il y a 20 ans ou il y a 40 ans? Parce que on est dans un monde où d'une part les très riches n'ont jamais été aussi riches, et d'autre part les incertitudes n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc est-ce que ça change le rapport à l'argent? Je pense que les témoignages de type Boris et le poker ou Jules et la recherche d'un autre modèle n'auraient sans doute pas existé il y a 30 ou 40 ans. Et qu'il y aurait peut-être eu plus de réflexion autour du salaire autant que salaire. Finalement, les gens ont assez peu parlé de leur salaire ou de comment demander une augmentation ou comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et j'ai pas eu de réponse qui allait trop dans cette direction-là. La réflexion était peut-être plus familiale ou liée à un parcours, mais en tant qu'individu et pas à l'intérieur d'un groupe. Donc oui, je pense que le livre aurait été très différent. Moi, une des choses que je comprends par le côté invisible en fait de l'argent ou du montant des salaires des uns et des autres qu'on ne compare pas ou peu, même à l'intérieur d'une même entreprise, confère les femmes qui découvrent qu'à échelle égale, en discutant incidemment à la machine à café après 10 ans de boîte, se rendent compte qu'elles sont payées 20% ou 30% moins cher que leurs collègues hommes. J'ai compris que une chose, moi, qui me paraissait essentielle, c'était une forme de justice. On parle souvent d'une forme de justice fiscale ou
d'équilibre fiscal, que tout le monde soit traité un peu de la même manière, de manière équitable. Mais la question salariale, qui est finalement moins abordée qu'à une certaine époque, et notamment le fait de limiter à l'intérieur d'une entreprise l'écart entre le salaire le plus bas et le plus haut, ça, c'est des choses qui ne sont pas bizarrement apparues dans le livre et seraient peut-être plus apparues il y a quelques années. Et qui, malgré tout, reste dans l'axe de la question de visible ou invisible. Merci pour cette réponse. Est-ce que... Oui, madame? On va vous donner le micro. Oui, vous avez rapidement évoqué la personne dépensière. Oui. Vous avez rencontré des gens qui claquent bêtement, où l'argent file entre les doigts, comme on dit, et à l'inverse, des avares. Non, c'est marrant, j'ai pas cherché de quelqu'un qui se définissait comme avare. Mais Catherine, j'ai cherché parce que c'est en cherchant quelqu'un de dépensier que j'ai rencontré. Elle est très volubile, très. Alors, elle avait je dis elle avait parce que maintenant elle était à la retraite, elle était à la fin de sa carrière quand je l'ai rencontrée. Elle a gagné 5 200 € de mémoire, c'est ça, voilà, par mois. Donc elle avait les moyens d'être dépensière. Mais c'était très intéressant parce que c'était aussi la rencontre de deux cultures. Son mari était d'une extraction moins bourgeoise qu'elle, donc la question de l'argent dans le couple était très importante parce que lui la voyait claquer de l'argent, craquer comme elle dit, et alors que lui faisait beaucoup plus attention parce qu'il avait eu un parcours plus compliqué. Donc ça, c'était aussi intéressant en termes d'histoire de couple, comment ça s'est passé à l'intérieur de leur couple. Elle avait elle revendique cet aspect de dépenses inconsidérées, y compris depuis sa jeunesse. Et en même temps, la question du partage, quand je disais, est très importante, qu'elle met en lien avec sa culture catholique bretonne, c'est sa culture de base, et elle dit, voilà, on a toujours l'idée de donner, alors elle ne parle pas de charité, je crois pas qu'elle dise ce mot-là, mais c'est un peu ça qui est dans l'idée. Alors elle fait ce lien-là, et en même temps, il y a un côté très festif aussi. Et il y a une sorte de... Elle dit, c'est fait pour ça, quoi. L'argent, c'est fait pour ça, ce qu'elle dit. Et quand elle se brouille avec sa sœur au moment de l'héritage, c'est pas pour une question d'argent. J'ai repris là. Elle dit, je me suis laissé défendu, je n'ai rien laissé passer parce que je n'aimais pas sa manière de m'attaquer. Donc on n'est pas du tout sur une question monétaire, mais on est sur une question de posture. C'est ça, l'argent sert de levier et de révélateur à un mode de relation qui est vraisemblablement antérieur. Mais tout d'un coup, c'est ça qui sert de déclencheur. Voilà, une dernière chance de poser. Dominique. Oui. Est-ce que dans vos entretiens, vous avez systématiquement trouvé le lien entre argent et mérite et argent et travail? Alors, le lien entre l'argent et le travail, c'était assez systématique parce que c'était pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est-à-dire que même quand on parlait de l'héritage, etc., on parle aussi de ce qui se gagne au quotidien et comment on le gagne. Sur la question du mérite, en quelque sorte, Céline, l'institutrice, parle de ça, en disant quand on nous juge, à l'aune de notre revenu ou de notre revenu supposé. Donc sous-entendu, pour être mieux considéré, on mériterait plus. Mais on allait plus vite d'une certaine manière, dans les souvenirs d'enfance, par exemple. C'est d'abord ça qui sortait, plutôt que la question du travail et du mérite. C'est vraiment quelque chose de lié à la construction, un regard sur le monde, en fait. Et après, évidemment,
l'argent qu'on gagne, comment on le gagne et comment on le mérite. Olivier dit qu'en tant que PDG de son entreprise, il gagnait, alors il ne le dit pas comme ça, mais il dit j'ai en retraite 10% de ce que j'ai gagné comme dirigeant. Donc il gagne 9 000, il dit qu'il gagne 9 000 € par mois de retraite. Donc ça veut dire que chaque mois, quand il était PDG, il gagnait 90 000 €. Je ne lui ai pas posé la question de comment il considérait ça, comme est-ce qu'il le méritait ou pas. J'y ai pas pensé. Mais il ne se l'est pas posé non plus. Malgré son engagement. C'est ça qui me le rend sympathique aussi, c'est qu'il y a cette dichotomie, cette manière de réussir à être à l'aise quand même dans deux manières de voir le monde. C'est-à-dire ? Non, je pense non, parce que son engagement aujourd'hui, il est quotidien. Et par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il est devenu thérapeute. Voilà, il a pris sa retraite, il n'est plus dirigeant d'entreprise, il est devenu thérapeute. Je pense que la question du soin et du vivre ensemble, c'est vraiment un truc qui l'habite, ou qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Après, il y a un truc sans doute culturel. Il est devenu PDG d'entreprise après avoir été dans certaines grandes entreprises à des postes un peu moins importants, mais voilà, c'était ça sa direction. Mais dans ces cas-là, je ne sais pas s'il y a un plan, je ne sais pas si ça est construit comme ça, mais les faits, le concret, c'est effectivement ça. Très bien. Bah, écoutez, une main se lève. Oui, madame. Alors, je n'ai pas étudié parce qu'il y a un livre entièrement consacré à ça, de Titiou Lecoq, qui s'appelle L'amour et l'argent dans l'amour, je ne sais plus, ou l'argent dans le couple, qui date d'il y a 2 ans, et c'est une très bonne question parce que la question s'est posée de la thématique, parce qu'en fait, souvent on croise l'argent avec autre chose, comme là en l'occurrence l'argent et le couple. Et je voulais vraiment aller dans quelque chose un peu, peut-être un peu trop univoque, mais pour creuser encore une fois cette question qui me paraissait trop invisible. Et pour moi, un sujet, parler de l'argent dans le couple, c'est peut-être parler un peu plus du couple que de l'argent. Titiou Lecoq. Voilà, donc avant de nous séparer, je vous recommande vraiment de lire ce livre qui est pas finalement un livre sur l'argent. C'est un roman qui permet de rencontrer des gens réels et d'aborder avec beaucoup de sensibilité et de poésie leur vie, et à travers leur vie, leur rapport à l'argent. Puis, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que si vous le faites lire autour de vous, ça peut être aussi une manière, finalement, d'aborder des sujets dont on ne sait pas trop comment frontalement les poser sur la table. Mais peut-être que voilà, il y a des discussions pour Noël ou la Saint-Sylvestre qui peuvent être initiées par ce livre, donc que je vous recommande vraiment très fortement. Merci de votre attention et bonne fin d'année. Merci.